suis de retour de Riga, nouveau CQFR. Théo est à mes côtés. On va débriefer l'actualité basket. On commence tout de suite avec la NBA Europe. Restons un peu dans la lignée de l'Eurobasket. On parle de NBA en Europe. Ça fait un moment qu'on en parle. Et les dirigeants des instances en parlent de plus en plus. Pendant l'Euro, José Garbajosa, président de la FIBA, avait tenu une conférence de presse. Théo, il avait fait comprendre que 2027, c'était la date. Adam Silver a confirmé, on part bel et bien sur un projet qui serait vraiment au plus tard en 2028, mais qui semble bien lancé. Et a priori, dans 2 saisons, dans 2 ans, on aura le début de cette nouvelle NBA Europe, dont on ne connaît pas encore exactement les détails. Mais là, je pense qu'on est à peu près sûr, on l'était déjà plus ou moins il n'y a pas longtemps, que ça va se faire. Ouais, visiblement, c'est vraiment avancé. Il y a des boîtes qui commencent à plancher un petit peu sur la question. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on n'ait pas toutes les informations encore, qu'on ne sache pas exactement quel club serait sûr et certain d'intégrer cette NBA Europe, quel club pourrait être créé. Enfin, quand je veux dire créer, quelles équipes de basket qui sont déjà attachées à des clubs existants, même si c'est d'autres sports, pourraient s'ajouter au projet. Euh, J'avoue que j'ai du mal quand même pour l'instant à me projeter clairement, à voir ce que ça peut donner, comment ça va s'imbriquer, si ça va être une ligue, si ces équipes de NBA Europe vont participer au championnat NBA. Tout simplement, ça va être quelque chose complètement à part avec un moment, parce qu'il y a un moment, tu es obligé de faire des matchs quand même avec des équipes nord-américaines. Est-ce que c'est une autre compétition dans laquelle ils vont pouvoir s'affronter au bout d'un moment? Je suis un peu dans le flou. Je t'avoue que je suis pas hyper hypé, moi, personnellement. Je suis quand même assez attaché à l'histoire des clubs européens, à l'Euroleague, aux compétitions continentales. On sait après que la FIBA et l'Euroleague sont en guerre ouverte depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. J'ai un peu de mal quand même à être sûr de comprendre quel est vraiment l'intérêt pour la FIBA dans tout ça, de choisir finalement de se mettre du côté de la NBA plutôt que de l'Euroleague, à part bien entendu en termes de gains financiers pour leurs dirigeants, mais je suis un peu sceptique. Oh, c'est un mix de gains financiers et de beaux bras d'honneur envoyés à l'Euroleague. Alors, je vais essayer de donner des faits et après donner en tout cas, ce qui ressemble plus à du factuel et ce qui serait plus mon intuition. Au niveau des clubs, dans ce qu'on entend, dans ce qui devient presque factuel, on sait qu'il y aurait un mix d'équipes qui existent déjà, donc, et d'équipes qui seraient créées, comme tu l'as dit. Sur les équipes qui existent déjà, le Real Madrid, a priori. Et évidemment, de toute façon, quand le Real craque, je pense que d'autres clubs d'Euroleague vont craquer. Le Real, depuis longtemps, ils sont pas. euh, ils ont l'air de pencher en faveur de la NBA. Il y a évidemment de l'argent à se faire. Donc le Real Madrid et le FC Barcelone seraient sans doute deux équipes phares de la NBA Europe. Le Fenerbahçe, ça m'étonne un peu plus, mais c'est un nom qui revient. Ça m'étonne un peu plus. Pourquoi? Parce que l'Euroleague est très attaché à Turkish Airlines, est très attaché aux compagnies turques, mais visiblement le Fener pourrait faire partie aussi de cette NBA Europe. Je pense qu'à partir du moment où les gros clubs d'Euroleague lâchent, et là j'en ai quand même cité 3 gros clubs, le champion en titre plus 2 clubs historiques, ça va entraîner d'autres. Voilà, c'est simple. Si l'Euroleague existe, s'il n'y a plus le Real, le Barça et le Fener en Euroleague, je pense que le Panathinaikos, l'Olympiakos rejoignent les rangs. Je ne serais pas surpris qu'on ait des clubs grecs quand même. La NBA va vouloir surfer sur ces ambiances. Donc je pense que Pana, Olympiakos, on va pouvoir les retrouver. Je ne serais pas surpris qu'on ait au moins un club serbe, voire deux. Ça, c'est pour les. Il y aurait le Bayern Munich, me semble quasiment sûr, et Milan, moi aussi, ça me semble quasiment sûr. C'est des gros marchés. Milan, c'est un marché. Il y a même il y a un magasin NBA. Il y a tout ce que ça représente. Donc Milan et le Bayern, je pense qu'on peut les attacher. Donc là, j'ai cité essentiellement des clubs d'Euroleague. Pour les petits clubs d'Euroleague, c'est là où pour moi, j'imagine très mal la NBA Europe intégrer des clubs comme l'Asvel, comme Baskonia. Alors Tony Parker, il fait du pied, hein, il essaye. Je ne sais pas si ça va se faire. Pour le Paris Basket, c'est triste, mais j'ai peur que ça sera. On va voir comment Alex Kahn, il essaye de. David Kahn, pardon. David Kahn Ouais. essaye de s'intégrer au projet, mais pour le club parisien, on se dirige plus vers le Paris Saint-Germain. Ça a été répété plusieurs fois, donc voilà. De toute façon, la NBA veut des gros investisseurs. Hein. Il va falloir de l'argent qatari, de l'argent saoudien, de l'argent des Émirats. Peut-être que Dubaï qui débarque en Euroleague, peut-être que Dubaï aura une équipe dans la NBA Europe. J'imagine qu'il y aura au moins un club israélien, selon évidemment la situation là-bas, mais pareil, Tel Aviv ou euh, c'est pas à exclure dans un projet NBA et des clubs anglais. Et là, c'est très triste, mais oui, Manchester City, gros club détenu par des Émiratis, je crois, ou je crois que City, oui, bah oui, c'est Emirates. Manchester City,
Franchement, pour nous, c'est Un un club truc à de, Londres. c'est un truc Ouais, de fou. Tu sais, c'est un truc de fou. Tu dis ouais, l'Angleterre qui a quand même énormément de mal à exister au niveau européen d'un point de vue basket, quoi. Tu te dis, enfin, ouais. ça trop dingue, quoi. Ouais, ça va être une ligue avec un mix, c'est ça qui est bizarre, c'est le mix de clubs historiques ancrés sur la scène européenne. Après, voilà, si les moyens sont mis, je pense qu'il y aura les matchs avec la NBA, les matchs contre les clubs NBA, je pense qu'il y en aura de manière exhibition. Je pense que la NBA rêve d'une Coupe du Monde des clubs façon foot. Adam Silver est très inspiré par le foot, donc je ne serais pas surpris qu'on ait un tournoi peut-être de pré-saison, en fait, des espèces de tournois comme ça, ou que la NBA Cup, ça devienne un espèce de machin comme ça au milieu de la saison où tu défies, mais sinon, c'est une ligue à part. Je pense en fait, c'est l'Euroleague, mais à la sauce NBA, avec des règles FIBA, heureusement d'ailleurs, et avec un marketing XXL. Je pense qu'il y aura plus de passerelles aussi pour les Tu joueurs penses non que ça, draftés, les pardon, busts, les machins. tu penses que ça serait avec des règles FIBA? Du C'est coup, ce serait déjà trop acté. Oui, bizarre. mais si, ils l'ont Ah bon? déjà annoncé. Mais oui, oui, bien sûr, oui, oui, ça sera avec des règles FIBA, bien sûr. Le but n'est pas de créer une nouvelle NBA. Et il l'avait déjà annoncé, le secrétaire général de la FIBA. Ça sera avec des règles FIBA. Donc, ça sera le jeu FIBA. En fait, leur but, c'est de faire. En fait, le C'est constat, moi, là, l'Euroleague avec la ouais, NBA, quoi. c'est l'Euroleague est pas bien vendu. Bah, nous, on va le vendre. Nous, on va le vendre. Et c'est. Je pense que l'Euroleague, de toute façon, ne va. Là, on est dans l'intuition, on n'est plus sur des faits, là, sur ce que je vais dire là tout de suite. Je pense que l'Euroleague n'aura pas le choix, en fait, que de se rallier au truc. C'est un espèce de. Ils leur font un bras de fer. Ils arrivent en mode, bah, nous, on est deux. En fait, c'est la FIBA qui a ramené. Regarde, j'ai ramené mon grand frère super balèze. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vois, la FIBA était en conflit avec l'Euroleague. La FIBA s'écrase un peu. La Champions League de la FIBA, ça sert à rien. Tu sais qui est l'équipe jouant en Champions League? Je n'ai pas la moindre idée. Tu vois, on en sait absolument rien. Bah, la FIBA, elle a ramené son grand frère. Voilà, mon grand frère, il est super costaud, il est plein de thunes et il va te casser la gueule. Et là, l'Euroleague, elle va pas avoir d'autre choix, je pense, que de se rallier en fait, que de se rallier à cette espèce de cause. Voilà, c'est mon intuition et de rentrer à la table des négociations. Et parce qu'en fait, à partir du moment où le Real, le Barça craque, en fait, c'est foutu en fait. Pardon, j'ai bougé ma caméra, mais Ap- ça se Après, voit. si c'est avec les. Limite, tu vois, si c'est effectivement avec les règles FIBA. J'avais pas suivi ça. Tu vois, si c'est avec les règles FIBA, je vois encore moins l'intérêt, en fait. Pour les, tu vois, les fans de basket européen. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que. Alors, bien sûr, il y a des fans de basket qui regardent toutes les compétitions, qui regardent autant la NBA que l'Euroleague, que la Betclic. Mais en Europe, il y a aussi quand même parfois des factions. Il y a des gens qui vont s'intéresser que au basket français, par exemple, et d'autres qui vont être vraiment intéressés que par le basket européen. Et si tu es un fan de basket européen, que tu kiffes l'Euroleague, que tu prends tes billets pour aller voir des matchs régulièrement, je suis pas sûr que ce public-là, il va trouver de l'intérêt dans une NBA Europe, si c'est en gros les mêmes règles, grosso modo, avec plus ou moins les mêmes joueurs, et aller voir un match de Manchester City contre je sais pas quelle équipe, je vois pas comment ça peut remplacer à court terme le folklore d'un Real Pana ou d'un, tu vois, Mais il d'autant y plus aura si. toujours des Real Pana, je pense. Comment ça? Bah, si le Real appartient à la Mais parce NBA que. Europe, ils vont Ah pas non, jouer mais contre le. bah si, parce que je pense que dans ce monde-là, en fait, l'Euroleague, elle n'existe plus. Elle a pas le choix, elle s'arrête, en fait, l'Euroleague. Pourquoi elle aurait pas le choix en fait s'il y a Bah, si tous les clubs ne font pas la bascule en fait si t'as imaginons je... que Barcelone, Panathinaikos, j'en sais rien, des Olympiakos, des gros clubs disent bah non nous soit nous ça nous intéresse pas soit nous de toute façon on n'a pas le ticket d'entrée dans cette NBA d'Europe NBA Europe ils vont continuer à jouer ils vont pas. Je suis pas aussi convaincu que toi. Je pense que la plupart, déjà, voilà, je reviens sur le factuel. On sait que Real, Barça, Fener, apparemment, c'est très chaud. On sait que le Panathinaikos aussi, il y avait eu des grosses approches. Pour le coup, le Pana. Euh, Tu perds ces quatre clubs historiques, je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui suivent en fait. Et je pense que l'appel financier pour ces gros clubs est trop important pour passer par rapport aux gains qu'ils font en Euroleague, où on sait que c'est pas assez important en fait. Et l'appel financier, je pense, va convaincre des clubs. Là, c'est plus sur mon intuition pour le coup. Et surtout, une fois que les grands lâchent, il y a un effet de mouvement. Après, oui, on peut se retrouver dans un monde où effectivement, il reste une Euroleague avec, je sais pas, l'Olympiakos, l'Étoile Rouge, mais dans ce cadre de deux ligues, déjà, on sait que ça ne peut pas durer éternellement. Ça a déjà existé, hein, deux ligues. Hein. Ça a déjà existé au début des années 2000. Il y avait deux ligues européennes, deux grandes ligues Ouais. européennes.
Ça n'a pas duré Euh, d'ailleurs. L'Euroleague ça a a pas... gagné ce. Exact. Oui, mais c'était pas une ligue soutenue par la NBA. Non, 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 je suis C'est, d'accord, mais c'est- je, je, je je suis pense que d'accord. c'est la plus puissante financièrement des deux qui continuerait à exister. Et du coup, la NBA Europe. Je Non, pense non, ça, je le malheureusement. comprends. Mais effectivement, ça implique. Si effectivement, tu as tous les clubs historiques intègrent cette NBA Europe, là, je comprends en fait. La question, c'est de savoir. On ne sait pas en fait quel sera le ticket d'entrée non plus. Tu vois, quel sera le Il cahier des faudra de la charges en fait thune. pour intégrer cette ligue? Est-ce que c'est la ligue qui. Est-ce que tu dois payer pour intégrer cette ligue? Parce que parfois, c'est ça aussi, hein, quand Je tu pense, vois. je pense qu'il va falloir payer. Donc, toutes ces questions-là, effectivement, elles vont être déterminantes. Euh, bon, on va voir. C'est vrai que moi, je suis pas du tout hypé par ça. Moi, j'aime le fait. Ça m'a jamais gêné justement qu'il y ait ces différences culturelles, qu'il y ait un championnat européen de très haut niveau avec sa propre histoire, sa propre culture. Finalement, tu vois, on parle du Real Madrid, c'est le club qui a gagné le plus de fois l'Euroleague. C'est un club mythique, bien sûr, de la scène européenne. Ça serait Je comprends les intérêts financiers, je les comprends et j'ai pas d'avis là-dessus en particulier, mais j'attends vraiment de voir quelle forme ça prendrait. Alors si je vais pas parler de FIBA, mais je vais parler d'Europe en fait, en tant qu'Europe pour le basket européen, sur son identité, sa culture. Je suis pas sûr que le basket européen ait à gagner quelque chose là-dedans. J'ai un peu peur aussi, même si je suis plus en demande à voir que toi. Ce qui me fait peur, c'est que j'ai peur qu'en fait, exactement, qu'on s'américanise et notamment quid de nos championnats locaux en fait. Quelle valeur? Ils ont déjà moins de valeur par rapport à l'Euroleague. Là, ils pourraient se retrouver vraiment presque écrasés parce que une équipe comme le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, elle n'est même pas dans le championnat de France. Elle n'existe même pas à l'échelle fédérale. C'est-à-dire qu'elle jouerait peut-être même pas dans le championnat de France. Si Non, parce qu'elle l'Asvel, peut pas. Elle peut pas ouais, exactement, concrètement. elle Tu peut peux pas pas. juste créer une Exactement, il franchise, c'est faudrait que pas une tu ligue montes. fermée. Exactement, Mm. il faudrait que tu. Donc voilà, on se retrouverait. Que vaudrait le championnat de France? Et si la ASVEL arrivait à se glisser dans cette ligue, est-ce qu'elle continuera à jouer le championnat de France avec une autre équipe? Bon, c'est plus ou moins ce que fait Monaco aujourd'hui, mais euh, il y a beaucoup de Pardon, questions. Ouais, vas-y. juste, ouais, le seul moyen, ça serait de racheter la licence d'un club déjà existant. C'est comme ça que le Paris Basketball Ouais. s'est créé. Pour rappel, c'est hier Toulon qui était rétrogradé pour des raisons budgétaires et David Kahn a racheté la licence. La licence de hier Toulon l'a fait passer à Paris et quand ils sont partis de Pro B à la Trop bien. dernière minute fin juillet ou un truc comme ça avec l'obligation de monter un roster et ça n'a pas été si simple parce qu'en fait vu les circonstances dans lesquelles ils sont montés ils n'étaient même pas sûrs de pouvoir se maintenir la première année, il y avait le risque de rétrogradation pardon, et finalement ils ont réussi à franchir toutes les étapes mais c'est pas simple. Et oui, bah après, de toute façon, il y aura des questions de savoir est-ce qu'à Paris, finalement, le Paris Saint-Germain, c'est juste le Paris Basket avec un nouveau nom associé au Paris Saint-Germain et finalement on est bel et bien dans la Adidas Arena, juste un Paris Basket qui a encore plus de budget et qui change de maillot, le Paris Basket qui a construit quelque chose, ça serait un peu bizarre. Moi, ce qui me fait Complètement. peur, c'est qu'avec la concurrence énorme de la NCAA pour les jeunes prospects aujourd'hui, qui pourrait créer la fin des centres de formation, hein, clairement. C'est un risque réel. Bah, tu pourrais te retrouver, tous les jeunes prospects européens, tu peux leur vendre. Bah, viens chez nous en NCAA, américanise-toi. Et puis si ça marche pas, de toute façon, si tu peux pas aller en NBA, mais regarde, il y aura une passerelle toute claire avec la NBA Europe, tu vois. Il y aura tout plein de liens comme ça, pareil sur les joueurs. À la place de signer des two-way contracts, bah, viens faire 1 an à Barcelone, tu vois. Et après, je demande à voir, parce que si on se retrouve avec un championnat européen avec moi, je l'ai dit à l'issue de cet euro, un des trucs qui m'a le plus marqué, c'est quand tu as des super joueurs, le basket FIBA, c'est fantastique. C'est fantastique, c'est plus court, c'est des cartons de 10 minutes, c'est plus intense, le terrain est plus petit, c'est vraiment incroyable, le basket FIBA à très haut niveau. Si on se retrouve avec une ligue où il y a plein de joueurs de très haut niveau parce qu'il y a plus d'argent et que c'est bien vendu et que c'est bien fait et qu'on a des règles FIBA, qu'il y ait un Manchester City et une équipe de Londres, je peux tenir, tu vois, ça va pas me déranger des masses si on a un gros championnat, un très beau championnat. Mais comme toi, je demande à voir. Je reste un peu méfiant. Non, Je peux être un peu excité, mais je suis un peu méfiant. Je suis surtout méfiant aussi. J'ai un je peu comprends. peur de l'américanisation. En fait, le championnat, il est déjà comme ça. L'Euroleague, c'est déjà ça, en fait. C'est là, en C'est fait, vrai. où je me dis qu'il n'y a pas besoin. Pour moi, le seul
plus, c'est effectivement, tu vois, en termes d'attrait pour le public, c'est si tu dis, ouais, mais là, mardi, on joue contre Barcelone et vendredi, on joue contre les Lakers, tu vois. Là, c'est un attrait énorme, effectivement, tu vois, en termes de fanbase et la manière dont tu peux étendre encore plus ta base de fans. Mais si c'est faire une Euroleague bis avec des clubs sortis de nulle part, comme Manchester, comme, tu vois, enfin, sortis de nulle part pour le basket, bien Ah entendu, ouais, bah oui. tu vois. Ah, il n'existe pas Manchester City, ça n'existe pas au Voilà, basket, clairement. donc, moi, ça me parle pas pour l'instant. Alors peut-être que je changerai d'avis hein, quand ça sera en place, que visiblement c'est vraiment parti pour être le cas. Mais je vois pas l'attrait pour les fans de basket en fait qui existent déjà et qui suivent déjà ces compétitions. Je vois pas je vois pas ce qu'il y a à gagner en fait. Bah, Qu'est-ce qu'on a à gagner au bout du compte? ah, pour eux, oui, parce que sinon, j'allais dire pour la NBA, le but, Non, non, pas c'est pour pas la cette NBA. base. Moi, Ouais, parce qu'en ouais, fait, je pour parle nous, du point de vue vraiment. Europe en fait. Je Ouais. comprends. En fait, je trouve ça vraiment, vraiment très étonnant qu'aujourd'hui encore, que ça soit dans le basket ou dans d'autres éléments de la société ou de la vie ou de la politique, de vouloir, comment dire, se plier un petit peu au... pas le carcan, tu vois, je vais trop loin, mais qu'est-ce qu'on a à gagner finalement à troquer notre identité culturelle pour celle des États-Unis? Et moi, je suis fan de culture américaine, attention, je suis pas du tout fermé à ça, mais là, il y avait deux choses qui coexistaient très bien et je vois pas vraiment ce que nous on a à gagner en tant que fan ou en tant voilà que culture européenne du basket en tout cas. Je suis pas sûr de voir ce qu'on a à y gagner. Et si je me fais l'avocat du diable et que je te pose la question comme ça, imaginons, pour moi, c'est le meilleur des scénarios. Ça veut pas dire que c'est le plus crédible, mais dans le meilleur des scénarios, on a ce qu'on a déjà là, mais avec mieux vendu. Mieux vendu. Alors, ça nous regarde peut-être pas en tant que fan, on s'en fout un peu de savoir comment c'est vendu, mais mieux vendu et encore plus de niveau. Parce que je pense que par contre, l'étiquette NBA peut faire que certains joueurs NBA qui aujourd'hui, donc des joueurs de très grande qualité, hein, aujourd'hui ne vont pas en Europe, ceux qui ne vont pas en Europe, qui vont dans des championnats exotiques ou qui préfèrent même rester en J-League. Donc ceux-là, maintenant, la passerelle, ils savent que c'est la NBA Europe. Donc encore plus de niveau avec ce qu'on a déjà là. Bah, Qu'est-ce que tu je en suis penserais? partagé parce que ceux qui sont en G-League, je pense qu'ils n'ont pas le niveau forcément pour jouer au Real, au Barça ou au Panathinaikos. C'est quand même pas du tout la même chose. Et par contre, pour les autres, il y a une question qui se pose. C'est la question, elle est financière en fait. S'ils peuvent aller jouer à Barcelone plutôt que d'aller jouer dans une ville peu connue de Chine où, tu vois, où finalement il y a pas grand-chose à faire, je pense qu'ils vont direct choisir Barcelone. C'est la plupart du temps, c'est vraiment la question salaire en fait qui fait que certains joueurs, s'ils ont le niveau, c'est rare aujourd'hui Mais donc que avec des la NBA joueurs. Europe, a priori, les clubs seraient plus riches. C'est l'idée. Tu vois, c'est le but. Ben, à voir, parce qu'en fait, en Europe, c'est pas non plus la même réglementation qu'aux États-Unis, hein, sur les salaires, sur les contrats, sur tout ça. Faudra voir aussi s'ils pourront s'aligner aussi facilement que ça et faire des offres plus importantes que celles des clubs européens. On verra. J'imagine Alors, on que c'est verra tout l'idée. ça, ouais, c'est J'imagine sûr. que c'est l'idée, bien entendu. Mais c'est là où ça reste très flou pour l'instant, quoi. Mm. Alors, en tout cas, bon, à suivre tout ça, petit à petit, les infos vont continuer à tomber. Alors, on en aura déjà une date où j'imagine qu'on aura beaucoup plus d'infos. C'est déjà autour de janvier, quand il y aura le match à Berlin. Berlin, qui est là aussi une ville qui va être ciblée par la NBA Europe, par la NBA tout court plutôt. Donc, à Berlin, en janvier, déjà, à mon avis, on sera à 1 an et demi de 2027. Enfin, un an et demi du coup d'envoi de la saison potentielle. Je pense que là, on commencera à avoir plus d'infos quand Adam Silver viendra à Berlin en Allemagne pour le match du Magic. Et peut-être qu'on aura quelques infos avant. En tout cas, tout ça, c'est à suivre. Je te propose qu'on reparle un peu de Kawhi Leonard, Ouais. de son contrat, de se poser la question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être fait par la NBA? On en a déjà beaucoup parlé, mais qu'est-ce qui peut être fait par la NBA avec le contrat de Kawhi Leonard? En gros, est-ce que ce contrat, on l'annule et Kawhi, il devient free agent? Est-ce que ce contrat, on l'annule et Kawhi, il est suspendu? Est-ce que ce contrat, on l'annule, il compte dans le cap ou il compte plus dans le cap? Comment on fait? C'est un peu des grandes questions aujourd'hui. Ouais, carrément. Bah, en fait, ça va.
découler aussi de la suite de l'investigation menée par la NBA et par la firme, comment dire, je sais qu'ils passent par, voilà, Ouais, j'ai oublié non plus, j'ai aussi oublié le nom des avocats qui ont été choisis, voilà, mais exactement, des résultats de leur enquête. Parce que pour l'instant, ce qu'on a, en fait, c'est les allégations et les éléments découverts par le journaliste Pablo Torre. Ça, il faut que ça soit quand même corroboré par une enquête officielle. Et finalement, j'ai l'impression que la NBA, elle a un petit peu, Pablo Torre, en sortant ces éléments bout par bout, comme ça, il tord le bras un petit peu de la NBA. Je pense qu'on aurait vraiment aimé balayer ça sous le tapis le plus vite possible. Et au bout du compte, je pense que la vraie question, ça sera de savoir ce que l'enquête officielle révélera et à quel point la NBA sera effectivement obligée d'agir. Ce que j'ai entendu dire, alors pas personnellement, parce que j'ai pas d'insider, mais ce que j'ai notamment entendu Zach Lowe dire dans son podcast, qui lui a contacté pas mal de ligues, c'est qu'il y a quand même il y a une vraie colère de la part des autres propriétaires, des autres franchises. Et donc, à un moment, on se disait, bon, finalement, les autres franchises, elles n'auront pas envie non plus qu'on vienne regarder trop près dans leur contrat et dans ce genre de choses. Mais manifestement, il y a quand même un vrai sentiment de colère et d'injustice. Et la NBA, bien sûr, c'est un organe qui peut parfois dicter des choses aux franchises, mais c'est avant tout, Adam Silver, c'est avant tout le représentant des propriétaires. Donc s'il y a un consensus auprès des propriétaires en disant on peut pas laisser passer ça, il faut qu'on frappe du poing sur la table, les Clippers doivent payer, ben, ça peut effectivement être très impactant. Et pour revenir à la question que tu posais, Antoine, il y a effectivement la question du contrat de Kawhi Leonard. Une des options, c'était d'annuler son contrat, de le faire quand même compter dans le cap du côté des Clippers et empêcher Kawhi Leonard de pouvoir re-signer avec les Clippers. Si le contrat est annulé, bien sûr, son salaire à lui est annulé aussi. Mais du coup, c'est ce que tu disais, il redeviendrait free agent. Et dans ce cas-là, est-ce que finalement, c'est juste aussi de se dire que Kawhi Leonard peut maintenant, du jour au lendemain, alors que c'était pas prévu et que les équipes s'étaient pas préparées pour, on va pouvoir détailler ça peut-être, est-ce que c'est juste qu'il puisse maintenant choisir l'équipe qu'il veut? C'est là où je pense qu'on verra à quel point Kawhi Leonard aime le basket ou pas d'ailleurs. Mais juste sur les sanctions, tu as tout à fait raison. Les Clippers aujourd'hui, c'est quasiment sûr, pour moi, dans mon esprit, là je suis pas dans du factuel, je précise, c'est de l'intuition, que les Clippers vont être sanctionnés d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il y aura forcément, effectivement, une partie des propriétaires qui va se sentir lésée. Là où, et c'est un peu ce qu'on avait déjà dit dans un CQFR, là où je pense que la sanction, elle va être lourde sans être incroyablement lourde, mais elle va être lourde, c'est dans le sens où Adam Silver, comme il doit voir avec les 30 proprios, il sait qu'il y a une partie des proprios qui veut pas qu'on mette une jurisprudence trop forte sur les Clippers, tu vois, non plus, parce qu'il y en a qui doivent être en mode oula, faut que je surveille tout ce qu'on a fait comme business. Donc il va y avoir un truc de voilà, des tours de draft, des suspensions pour Steve Ouais. Ballmer, une Steve suspension Ballmer. d'un an. Pourquoi c'est une autre question, mais donc pour Steve Ballmer, pour sans doute au moins quelques autres personnes dans la franchise, des tours de draft, donc quand même une sanction lourde qui va handicaper. Et je pense effectivement, contrat annulé et qui compte dans le cap, parce que s'ils comptent pas dans le cap, les Clippers d'un coup tu viens de leur faire 50 millions d'économies, il y en a qui vont te dire mais leur Kawhi il a plus de jambes et en plus on leur enlève le contrat. S'ils avaient pu, ils l'auraient fait eux-mêmes, tu vois, s'ils avaient pu le faire. Donc il y a des questions comme ça. Il y aura des sanctions. Je pense non plus qu'on ne sera pas sur un. Je sais pas quelle aurait pu être la sanction extrêmement lourde, mais va pas, genre Balmer, il va pas être banni à vie. Il va pas y avoir une vente forcée des Clippers. Il va pas y avoir. Ils vont, je sais pas, ils vont pas se retrouver. Souvent, la comparaison, c'est par rapport à l'affaire Joe Smith, Ouais, Joe avec Smith, lesquels ouais. les Wolves, à l'époque, avaient fait un contrat sous la table, en gros, en lui disant, écoute, on te re-signe pas tout de suite à ce prix-là, mais on te paiera plus cher plus tard. Et ça avait été extrêmement lourd. Je crois que c'était 5 ans sans tour de draft, quelque chose comme ça. Ça, c'est vraiment... c'est un coup d'arrêt énorme pour une franchise. Et de ce que j'ai entendu, pour revenir sur ce que tu disais, Antoine, la plupart des experts avaient l'air de dire qu'a priori, ça serait pas quelque chose d'aussi lourd que ça. Plus, ah bah dis donc, bah, c'est fou. Ouais, bah tu vois, bah moi je pensais que c'était le minimum, qu'ils allaient perdre ouais, Bah, 5 à, moi je m'attendais à 5 ans, ouais, 5 à 7 ans. 5 à 7 ans de 5 tour à de draft. 7 ans sans premier tour de draft, C'est immense, hein, c'est énorme. c'est énorme, quoi. C'est C'est vraiment... énorme. voilà, mais ça reste à voir, effectivement. Tout dépend aussi
on en revient à ça, de ce qui sera vraiment prouvé, démontré, Mm. notamment en ce qui concerne Steve Ballmer et puis parce qu'il a quasiment toutes les parts des Clippers, et il y a juste c'est son pote là qui est actionnaire minoritaire, qui visiblement son nom apparaît dans la liste des gens qui ont donné de l'argent à l'entreprise en question. Euh, voilà, quel degré de responsabilité on peut faire porter au propriétaire et à la tête de la franchise, c'est ça qui va être déterminant, j'ai l'impression. Ouais, mais le cas Kawhi, du coup, je reviens sur Kawhi. C'est vrai Ouais. qu'on avait parlé de Kawhi. Le cas Kawhi est passionnant déjà de savoir est-ce que lui sera menacé ou non. Moi, j'étais d'avis, je suis assez persuadé qu'il ne peut pas y avoir une sanction contre Kawhi, pas une sanction trop lourde en tout cas, parce que le syndicat des joueurs va donner mais vraiment toutes ses armes dans la bataille pour que ce ne soit pas le cas. Je pense que ce sera aussi dur de prouver en quoi Kawhi est en faute finalement. Mm. Et concernant Kawhi, tu as tout à fait raison. Si il est, le seul problème, c'est que s'il n'est pas suspendu et que son contrat est annulé et qu'il n'y a pas de, voilà, il y a pas de pendant un an, tu reviens pas en NBA. Ça veut dire que du jour au lendemain, comme tu l'as dit, il est free agent. Et si effectivement il tient vraiment à jouer au basket en NBA, si vraiment il a cette passion-là, en fait, il y aura une autre injustice. C'est que Kawhi, il va pas aller signer pour le minimum au Denver Nuggets. Tu vois, et encore, j'ai donné un mauvais exemple, on ne sait jamais, mais il va pas signer dans n'importe quelle ville. Par contre, s'il veut, bah, ok, je suis à Los Angeles, je suis chez moi, bah, je signe aux Lakers. Voilà, qu'est-ce que vous faites maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que ça. Bah, on est bien conscient que Kawhi Leonard, il y a toujours la question de la santé, évidemment, bien sûr. Donc on se dit pas, c'est pas comme si c'était le même cas avec Nikola Jokic, où d'un coup on se dirait, mais attends, c'est complètement fou, Nikola Jokic comme ça, là demain il se retrouve aux Lakers, tu vois. Mais quand même, tu te dis qu'il y a un déséquilibre soudain du paysage NBA si un mec comme ça peut se retrouver signer dans n'importe quelle franchise. Et je vais même rajouter, imaginons, je sais que c'est un très grand si tu pourras réagir dessus de tout, si tu veux, mais si Kawhi Leonard il signe pour un contrat petit, on va tout de suite avoir une suspicion en fait. Le mec, quand il prenait 50 millions, au final, il avait quand même 50 autres millions qu'il attendait ailleurs. Si là, il signe pour 10 millions la saison, il y aura forcément au début une espèce de suspicion de oh, où est l'entourloupe, tu vois. Ouais, c'est clair. Euh, alors après, c'est vrai que dans les sanctions, du côté de Kawhi Leonard, je pense pas qu'il sera suspendu. Je sais même pas si quelque part il est vraiment en faute par Ouais. rapport à ça. Par contre, de ce que j'ai vu passer, il pourrait quand même être obligé de rembourser l'argent touché illégalement, entre guillemets. Donc ça fait quand même une sacrée somme. Et alors déjà, rien qu'avec ça, moi je le verrais pas forcément aller chercher un contrat minimum. Et je pense vraiment, j'ai vraiment pas l'impression que ce soit le genre de joueur qui va aller prendre un contrat minimum, en grande partie aussi parce que sa santé est fluctuante. Et donc, pour l'instant, ça fait quand même depuis... On est en 2025-2026, depuis 2019 quand même. Il a joué quoi? En moyenne, la moitié des matchs chaque saison. Si on compile, je crois que c'est 44 matchs par saison, un truc comme ça en moyenne, de saison régulière, sur, Je vais te dire. depuis qu'il a rejoint les Clippers. Je vais te dire saison par saison depuis les Clippers. Donc, première Ouais. année, il en joue 57, 52, saison blanche, 52, 68, 37. Donc, oui, Ok. si on prend avec la saison blanche, on doit être autour de ça, ouais, entre 40 et 50, peut-être 50 matchs. Ouais. Ouais, sachant qu'il y a il y a une saison Covid qui avait été écourtée dans le lot, donc finalement son Ouais. total de matchs est moins honteux qu'il n'y paraît. Mais ouais, vraiment, j'aurais beaucoup de mal à imaginer que Kawhi Leonard accepte de signer un contrat minimum. Ça veut pas dire qu'il serait pas prêt à prendre un contrat un peu moins cher, mais aujourd'hui, il y a vraiment, on fera un podcast intégralement sur Kawhi Leonard parce que c'est vraiment un joueur fascinant. Si je suis une équipe, moi je serais hyper, comment dire, embêté peut-être à l'idée de signer ce mec-là. Enfin, du moins, je me poserais tout un tas de questions parce que quand il est sur le terrain, il est incroyable, mais tu sais jamais s'il va être sur le terrain. Il y a quand même toute la communication avec lui et avec son équipe est, on va dire, complexe pour sortir l'euphémisme de l'année peut-être. Et en plus, maintenant, tu as peut-être attaché à ça et à sa réputation le côté, ouais, mais maintenant, on va être notre franchise, tous les yeux vont être braqués sur nous. Tout le monde va regarder tout ce qu'on fait parce qu'en plus, il y a ces suspicions de triche, entre guillemets, même si j'imagine qu'aucune équipe sera assez bête maintenant pour re-signer pile le même joueur et mettre en place la même carotte. Mais ça me semble compliqué. Sachant que, à mon avis, le tonton de Nice, qui est derrière la plupart des magouilles, lui, par contre, il va prendre un ban. Lui, il va prendre une belle sanction, je pense. Mais Donc, ça en sera tant un que quoi, quoi tu avec. vois, Ouais, c'est qu'est-ce qu'il ça. a Hein, fait d'illégal au bout du compte? Ça se trouve, là. Tu vois, c'est pas clair, en fait, ces questions-là, quoi.
Il aurait demandé aux Raptors le même type de deal. Et je pense qu'ils Ouais, arriveront quand même à faire des rapprochements mais s'il entre la demande, est-ce que c'est motivation. illégal de demander, tu vois? Est-ce que c'est illégal de demander ou est-ce que Si dans c'est le ça la cadre question? si dans le cadre des Clippers, il a demandé et il a euh, poussé si tu as des documents qui montrent qu'il tend à mettre en place le scam parce qu'il pousse Hmm. pour que ce soit le cas, il serait coupable de quelque chose quand même, tu vois. Oui, oui. Il ferait partie de la combine. Je pense qu'il va se manger une suspension. Et oui, bah, pour Kawhi, tu as raison. C'est tellement de questions autour de Kawhi. Après, si tu es une équipe, en fait, ça dépend à quel prix, tu vois, pour répondre à la question de Hmm. si tu es une franchise. Je C'est pense ça. vraiment que ça dépend du prix. Comme toi, je ne le vois pas signer au minimum. J'avoue, je le vois même plus. C'est pour ça que j'ai dit, on verra à quel point il veut jouer au basket. Je le vois plus attendre 1 an et signer Hmm. pendant l'intersaison que signer là je sais pas, en novembre pour une autre équipe au minimum. Je le vois surtout s'il a non même tu sais quoi, novembre c'était tôt, surtout si l'affaire elle finit par se conclure en janvier. Kawhi il attend 6 mois, il va pas aller, Ouais. je le vois pas faire une piche quelque part. Mais ouais, je me dis à certaines équipes tu peux te permettre en fait, parce qu'au pire tu te dis en fait c'est pas le joueur qui va le plus déséquilibrer ton système quoi. Il est là, il Hmm. est là. Après, ça fait quand même bizarre pour le groupe de te dire, il y a ce mec-là, il est dans l'équipe, mais il n'est pas vraiment dans l'équipe. C'est comme quand, pour essayer de faire un parallèle avec une équipe amateur, c'est comme quand tu as un joueur qui est super fort, mais il n'est pas tout le temps là et tu sais pas quel match il va jouer, quel match il va pas jouer. Tu peux pas faire complètement tes plans pour la saison, te dire, ah oui, mais s'il joue, tu sais, c'est un mec, il jouait en N1, mais là, il vient jouer en D1. Et tu sais que s'il joue, en fait, à tous les matchs, vous montez. Mais s'il est pas là, je sais pas trop. Donc c'est bizarre de faire de miser, de créer un objectif autour de ça. Mais ouais, un peu particulier quoi. Ouais. Ouais. On verra. J'ai vu, il y a beaucoup de suspicions voilà, qui se tournent logiquement vers les Knicks aussi et le contrat de Jalen Brunson. Ah oui. Et il y a pas mal de trucs là-dessus. Hein. C'est même Pablo Torre qui en a parlé lui-même, Ouais, qui a bah dit oui, ouais, maintenant Pablo on me Torre, demande ouais. d'aller regarder de près du côté de ce qui Du s'est côté passé des pour Jalen Knicks. Brunson, effectivement. Ouais. Parce qu'effectivement, on rappelle, il a pris pour moins d'argent que le maximum, Hmm. sachant que son père est dans le staff. Il y a beaucoup de gens qui se demandent est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière. Allez, on termine par de la WNBA. Les playoffs continuent et Dominique Malonga s'est encore illustré avec Seattle. 11 points, 10 rebonds, 3 passes et 2 contre et un N1 pour la gagne. Et victoire du Storm qui égalise contre les Aces 86-83. Ça fait un partout dans la série. Grosse perf quand même de Dominique Malonga qui prouve qu'elle a vraiment bien fait d'aller en WNBA dès cette saison. Ouais, et puis surtout, elle a été déterminante sur le terrain à la fin, quoi. Donc, elle était là dans le money time. C'est Neka Ogumike et Skylar Diggins qui ont fait match énorme pour revenir égaliser dans la série. Pour rappel, effectivement, là en WNBA, c'est en 2 manches gagnantes. Donc, elles égalisent dans la série un partout. Et le match décisif, ce sera jeudi, je crois, le Game 3. Et 2 doubles-doubles pour ses 2 premiers matchs de playoff en carrière en WNBA, hein, Dominique Malonga. Il y a Ouais. eu 6 points de Gabby Williams. Et dans l'autre match, Indiana a égalisé aussi en battant Atlanta 77-60. Indiana qui joue évidemment sans Caitlin Clark, hein, c'était fin de saison. Mais voilà, le Fever se maintient et égalise un partout et pourra éventuellement jouer un match pour se qualifier au deuxième tour. Ouais, bah tant mieux pour les fans du Fever qui doivent être dégoûtés quand même avec la saison galère de Caitlin Clark. Mais c'est intéressant de voir quand même que même sans elle, l'équipe a réussi à finalement à bien finir la saison régulière. Et puis là, et aller chercher cette victoire pour aussi égaliser dans la série face au Atlanta Dream. Playoff à suivre pour les deux équipes. Ouais, c'est encourageant pour l'année prochaine aussi finalement Ouais. pour Indiana. Ce qui Et est on dur en termine. Ouais, WNBA, par ouais, contre, notamment pour les joueuses qui se blessent, c'est qu'après, l'attente, elle est longue, quoi. L'intersaison, ouais. elle est longue. Tu as bossé toute ton année pour cette saison qui est très, très courte. Je trouve que c'est encore plus dur. Enfin, c'est plus dur que dans les autres championnats, tellement après, tu dois attendre longtemps avant de pouvoir retrouver le terrain, quoi. Ouais, non, c'est vrai. C'est en sachant que après, je sais pas, est-ce qu'elle va passer dans une ligue unrivaled, quelque chose avant Pour pour se l'instant, remettre en. ça n'a pas été annoncé pour l'instant, alors c'est possible, mais après je pense que c'est pas pour l'instant, en tout cas, même si Unrivaled marche très bien là, et d'ailleurs c'est vraiment intéressant de voir que ces ligues qui se créent par ailleurs trouvent une économie pour fonctionner, mais j'imagine que c'est pas la même chose que quand tu t'es préparé pour la WNBA, que tu veux faire les playoffs, enfin c'est autre chose quoi.
tu me fais une petite passerelle. Je rajoute avant qu'on revienne sur Paige Baker, c'est sur la WNBA. Les ligues qui se créent, on sait que LeBron James est en train de créer, enfin Maverick Carter, son associé, est en train de créer une ligue qui serait sous forme de, comme les grands prix de Formule 1, donc c'est des étapes, c'est un World Tour, un peu comme il n'y a pas que la Formule 1, il y a d'autres sports aussi qui marchent comme ça. Donc c'est Maverick Carter, c'est notamment avec l'agent de Nikola Jokic aussi qui est impliqué là-dedans. Donc il y a quelque chose qui se crée. Et il y a Brian Windhorst qui a dit que là, en fait, c'est sans doute la dernière saison de LeBron James en NBA. En tout cas, d'après lui, c'est pas un fait, c'est son intuition. Voilà, si je continue avec les faits et les intuitions. Brian Windhorst, qui connaît quand même assez bien LeBron, même si il a très mal vécu le fait que LeBron renie cette connexion qui a existé pendant plus de 15 ans. Donc ça, c'est l'instinct de Brian Windhorst. C'était aussi le mien personnellement. Moi, je pense que LeBron James, c'est sa dernière saison en NBA. Et pourquoi? Parce qu'il voit bien après LeBron, pour booster cette nouvelle ligue qui se lancerait, aller jouer dans cette ligue éventuellement pendant un an ou deux. Je sais pas si toi, tu arrives à croire à ça ou pas. C'est alors oui et non, oui dans le sens où je pense que sur le fait de créer une ligue et de vouloir jouer dedans, ça m'étonnerait pas tant que ça. Après sur l'intérêt de ces ligues, j'ai pas j'ai l'impression qu'effectivement le succès peut-être d'Unrivaled notamment et de la Big Three mais dans une moindre mesure donne l'impression que c'est facile de générer de l'intérêt autour de nouvelles compétitions comme ça. Alors je le mesure, en fait j'ai du mal à le mesurer ça, tu vois, c'est peut-être que moi je suis trop, tout à l'heure on parlait, tu vois, j'étais plutôt réfractaire à l'idée qu'il y ait une NBA Europe parce que j'aime bien, voilà, c'est un truc de vieux, t'aimes bien, t'as tes petites habitudes, tu regardes, t'as pas forcément envie d'être chamboulé dans tes habitudes, j'ai du mal à savoir quel serait l'intérêt. Mais il faudrait aussi connaître les modalités parce que visiblement, ça serait impossible de combiner NBA et la ligue Oui. dont parle LeBron. Donc ça pourrait pas être avec des joueurs NBA qui en plus vont jouer à côté parce que Unrivaled, c'est ça l'intérêt, c'est que tu vois les meilleurs athlètes que tu vois l'été sur une saison courte, bah, tu peux quand même les retrouver dans un autre championnat pendant la saison. En fait, je pense qu'avec l'évolution des méthodes de consommation, ton succès peut s'écrire différemment, en fait. Si tu arrives à Ouais, tu cartonner as les raison. réseaux, ta ligue cartonne. Et si tu cartonnes sur les réseaux, tu as quelqu'un qui va dire, bah, moi, je veux la diffuser, cette ligue. Et effectivement, j'imagine que dans le cas de LeBron, tu peux te remettre à attirer, un peu comme la Overtime Elite qui a finalement eu Alex Sarr et les Frères Thompson. Tu peux être une ligue qui sort un peu de nulle part et qui a ah bah regardez, nous, on a la future pépite, elle est dans notre ligue. Et à côté de ça, cette future pépite, elle affronte LeBron. Donc vous avez le duel entre LeBron et la future pépite. Et puis il peut y avoir d'autres anciens joueurs. Tu vois, un Russell Westbrook qui ne trouve pas de club, qui est parti pour pas trouver de club. Tu vois, il y aura toujours chaque année 2-3 joueurs NBA qui ont plus de clubs, qui ont plus d'offres, que tu peux aller attirer en mode regarde, viens, tu vas voyager. De toute façon, tu joues que 8 matchs dans l'année et on te paye 10 millions pour que tu joues les 8 matchs. J'ai dit une somme au pif. Hein. Voilà, je me dis qu'il peut y avoir un truc à faire. Après, moi, paradoxalement, j'imagine un peu moins LeBron aller jouer dans une autre ligue. Il faudrait vraiment que ça soit un gros service pour son pote, quoi. Mm. Je pense mais par contre, dernière saison de LeBron, moi, j'y crois. Ça fait 2 ans que je l'annonce que ça, qu'à mon avis, là, on est sur. Enfin, que je le vois pas aller au-delà de celle-là. J'avais dit celle-là, c'était vraiment pour moi la dernière. On verra si je me trompe. Il y avait un journaliste qui voyait LeBron finir au JO 2028. Ça me semble impossible. C'est beaucoup trop loin. C'est trop loin. Ouais, Ouais, je pour pense que moi, c'est trop pareil. loin là. Ouais. Beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. Allez, on termine par Paige Bakers qui a été élue rookie de l'année. Pas de surprise, elle n'a pas été élue à l'unanimité. Ça qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même eu des votes pour Sonia Citron qui a fait une très belle saison avec le Incroyable. Mystics. Ouais. Mais très belle première saison de Paige Bakers. Elle termine avec 19,2 points, 5,4 passes, 3,9 rebonds et le plus intéressant selon moi, 47% au tir. Ce que je trouve, c'est ça que j'aime beaucoup chez Paige Bakers, c'est qu'elle arrive à avoir de l'efficacité, notamment en étant forte à mi-distance, etc. Et que ça, c'est très encourageant pour la suite pour Paige Bakers. Ouais, bah, elle a confirmé, de toute façon, tout le bien qu'on pensait d'elle. Y a pas vraiment de surprise au bout du compte, même si Sonia Citron a fait une superbe saison rookie. J'adore cette joueuse aussi. On va voir aussi si c'est la dernière récompense que récupère Paige Bakers, parce qu'il n'est pas impossible qu'elle soit notamment nommée dans un des 2 meilleurs 5 de WNBA cette saison. On va attendre de voir ce que ça va donner. Là, maintenant, ce qu'on a envie, c'est du côté de Dallas, c'est qu'ils structurent l'équipe, parce que je pense qu'on mesure pas en fait, on a du mal à mesurer chez ses premiers choix de draft la difficulté que c'est d'avoir passé toute sa carrière à gagner. À Yukon, elle a énormément gagné, même si finalement, enfin, gagné en nombre de matchs, hein, elle termine sur un titre, mais
elle a terminé sur un titre, mais là, tu te retrouves d'avoir gagné pendant toute ta vie, tu as gagné l'énorme majorité de tes matchs, et là, tu tapes une première saison pro où tu enchaînes défaite sur défaite. Et moi, j'ai beaucoup aimé son tempérament, sa capacité à... Tu vois, il y a eu aucune polémique. Tu vois, il y a eu peu de moments de frustration quand tu la voyais avec ses coéquipières être toujours positive. C'est vraiment une leader. Et c'était assez intéressant aussi de voir la manière dont elle a tout de suite été finalement accueillie par le reste de la ligue et toutes les choses positives que les autres, les vétérans, avaient à dire à son sujet. C'est une sacrée joueuse. Si je voulais piquer, je pourrais dire qu'elle a été quand même beaucoup mieux accueillie que Caitlin Clark euh, dans cette ligue. Il y avait pas la Euh, même, il y avait pas la Ouais, il n'y même a pas la hype même non hype. plus, tu vois. C'était Ouais. pour Caitlin Clark, je suis d'accord, mais je continue de penser qu'il y a une bonne partie des choses qui étaient dues à finalement la couverture médiatique qui était tellement énorme autour de cette joueuse-là que Ouais. forcément d'autres joueuses avec un palmarès bien plus conséquent qui sont déjà en place ne pouvaient que se dire mais nous alors nous on était là avant Caitlin Clark, elle n'a pas inventé la WNBA et je pense vraiment que la couverture médiatique a fait beaucoup de mal là-dedans. Je suis d'accord avec toi. Je pense aussi que c'est lié à ça, que c'était trop centré. C'est que les médias sont beaucoup trop responsables de ça, clairement. Allez, on s'arrête là-dessus, Théo. On se Ouais, retrouve demain pour un nouveau CQFR, comme d'habitude. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. ciao, ciao.